Parfois, une simple bibliothèque cache plus de secrets qu'un tribunal tout entier. Un mot glissé entre deux pages, une reliure trop parfaite, et les masques tombent, un à un, dans le silence des salons feutrés. Ici, chaque détail compte, chaque silence accuse. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête et... Entrons dans l'histoire. Je me trouvais à Londres depuis quelques jours à peine, m'acclimatant, tant bien que mal, à l'humidité persistante d'un printemps qui n'osait éclore, lorsque je reçus une lettre aussi inattendue qu'élégante. Le papier, légèrement jauni, portait un en-tête discret, en relief. Bibliothèque privée de la comtesse de Rouvray, château de Versailles. Une écriture fine, presque académique, avait tracé mon nom avec soin. Elle était signée de Léonard Dumesnil, un nom que je n'avais plus entendu depuis des années. Ancien camarade d'université, Dumesnil s'était taillé une réputation de chercheur aussi érudit que discret. Il m'écrivait pour m'inviter à un colloque restreint, organisé dans l'aile privée du château de Versailles, chez une mécène française passionnée par les Lumières. Je lus la lettre à haute voix pour le bénéfice de mon vieil ami Poirot, confortablement installé dans son fauteuil, une tasse de chocolat fumant à la main. À mesure que je déroulais les lignes, je vis sa moustache frémir, signe d'un intérêt naissant. Un colloque littéraire à Versailles, mon ami, et avec un historien qui écrit sur Voltaire, voilà une occasion singulière, et peut-être, qui sait, une énigme cachée entre les lignes. Je souris. Pour Poirot, toute réunion humaine, même la plus anodine, contenait en germe un mystère. « Devons-nous accepter ?» demandai-je. « Mais bien sûr, Hastings, l'intellect, le raffinement, la France. Que voulez-vous de plus pour exercer les petites cellules grises ?» Le lendemain, nous quittâmes Londres à bord du train de 10h30 en direction de Paris. Poirot, comme à son habitude, avait exigé une cabine privative où rien ne viendrait troubler son confort méticuleusement agencé. 2 coussins pour son dos, une boîte de pastilles à la menthe belge et un petit ouvrage sur l'art de la rhétorique française du XVIIIe siècle. Ce Voltaire, disait-il, avait l'élégance du mot bien placé, l'ironie bien dosée. Je me demande, Hastings, si votre ami Dumesnil ne cherche pas à résoudre, lui aussi, un mystère de style. Nous arrivâmes à la gare Saint-Lazare en début de soirée, puis prîmes une voiture jusqu'à Versailles. Le ciel était d'un gris laiteux, les jardins royaux silencieux sous le vent. « Le château dort », murmura Poirot en observant les grilles dorées. « Mais je vous parie, mon ami, que dans ces recoins, les passions humaines s'agitent encore. » Je ne répondis pas. Moi-même, je ressentais une certaine solennité à l'idée de passer quelques jours dans un lieu si chargé d'histoire. Et je ne savais pas encore à quel point l'histoire, justement, allait reprendre ses droits dans les heures à venir. Nous fûmes accueillis à l'entrée de l'aile est par une domestique au visage fermé, qui nous mena sans un mot jusqu'à la grande porte sculptée de la bibliothèque privée. Là, une femme d'une 60aine d'années, drapée dans une robe de velours bleu nuit, s'avança lentement vers nous. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, soyez les bienvenus. Je suis la comtesse de Rouvray. » Sa voix, posée, portait un accent aristocratique presque théâtral, mais son regard semblait ailleurs, comme si elle guettait une menace invisible. Elle nous invita à entrer d'un geste fluide, mais ses doigts, je le notais, tremblaient légèrement. La bibliothèque était somptueuse. De hauts rayonnages couvraient les murs jusqu'au plafond, interrompus ici ou là par des bustes antiques et des portraits d'ancêtres aux poses rigides. Un lustre en cristal diffusait une lumière douce sur une immense table de chêne au centre de la pièce.
Un silence inhabituel régnait, presque religieux. Même Poirot, si prompt à s'exclamer sur la décoration, garda le silence quelques instants, le regard en mouvement constant. Ce lieu, dit-il enfin, a quelque chose d'un sanctuaire, et comme tout sanctuaire, il protège ou il cache. La comtesse s'inclina, mais ne répondit pas. Le silence, à cet instant précis, devint une présence palpable, presque oppressante. Après nous avoir laissé déposer nos affaires, la comtesse nous présenta aux quelques invités déjà arrivés. Chacun semblait absorbé dans ses pensées, comme si la conversation n'avait pas encore trouvé sa place dans ces murs solennels. Un valet fit tomber une cuillère en nous servant le thé, et je crus voir la comtesse sursauter. Le majordome, quant à lui, jetait des regards nerveux vers la porte vitrée, qui donnait sur le jardin intérieur. Le personnel est tendu, Hastings, me souffla Poirot. Voyez-vous, lorsqu'un lieu est réellement paisible, les gestes sont fluides. Ici, tout est retenu. La comtesse tenta de meubler le silence avec quelques phrases sur l'histoire du château, mais chaque mot semblait peser plus que le précédent. Ses mains, entrelacées sur ses genoux, trahissaient une tension sourde. Puis elle mentionna, presque à voix basse, « Vous aurez l'occasion ce soir de rencontrer les autres participants au dîner. Ce sont des esprits brillants, mais parfois trop enclins à ressusciter les ombres du passé. » Cette phrase, laissée sans explication, résonna étrangement. Poirot haussa un sourcil, mais ne dit mot. Il savait, tout comme moi, qu'un drame couvait sous les dorures, et il s'en réjouissait presque. Alors que nous faisions le tour de la bibliothèque, Poirot s'arrêta net devant une vitrine de verre, légèrement éclairée par un faisceau discret. À l'intérieur trônait un exemplaire de Candide, aux pages jaunies par le temps, relié en cuir fauve et annoté de rouge cramoisi dans les marges. Un Voltaire d'époque, dit-il en se penchant. Mais voyez cette annotation ici, Hastings. Il faut cultiver notre jardin, souligné 3 fois. Et ici, une glose à l'encre écarlate. Étrange. Il ne dit rien de plus, mais son doigt effleura sans le toucher la paroi de la vitrine. « Ce livre n'est pas ici pour l'esthétique, » murmura-t-il. « Il est ici pour témoigner. Et les témoins, parfois, parlent plus fort que les vivants. » Nous reprîmes notre déambulation, mais je vis bien que Poirot n'écoutait plus les commentaires de la comtesse. Il promenait ses yeux d'un tableau à l'autre, du parquet ciré et aux rideaux épais, de la cheminée éteinte aux fauteuils trop droits. « Hastings, dit-il enfin, en me prenant légèrement par le bras, ce lieu respire l'ordre, la rigueur, le culte de l'apparence, et pourtant, il y a ici une dissonance subtile, quelque chose que l'on tente de contenir. Je le regardais, surpris. Un danger, dites-vous. Pas encore un danger, mais une tension, comme un verre que l'on remplit à ras-bord. Le moindre tremblement suffit, n'est-ce pas, à le faire déborder. Je n'avais pas de réponse, mais en observant de nouveau le Candide enfermé dans sa cage de verre, je ressentis, moi aussi, un début d'inquiétude sans cause apparente. Le dîner, servi dans une pièce attenante à la bibliothèque, se déroulait sous un lustre de cristal dont chaque facette semblait réfléchir plus d'ombre que de lumière. La table, disposée avec une précision presque cérémonielle, accueillait une dizaine de convives, et chacun portait sur son visage l'expression d'une bienséance laborieuse. La comtesse nous présenta tour à tour. Il y avait d'abord l'abbé Marquand, homme discret au regard baissé, dont les lunettes cerclées de fer trahissaient davantage la solitude que l'étude. Puis vint madame Leclerc, bibliothécaire au geste net et à la voix rare, dont la présence ne semblait s'imposer qu'à travers le silence. Enfin,
nous fûmes introduits à Marc Delcourt, jeune écrivain à la chevelure en bataille et au sourire pressé, et à un homme au crâne dégarni, vêtu de tweed clair, qui n'était autre que notre hôte, Léonard Dumesnil. Son visage, que j'avais autrefois connu vif et rieur, portait désormais les stigmates d'une fatigue ancienne. Chacun échangea des politesses, des propos mesurés, des banalités sur le climat et les jardins. Mais sous la surface de ces phrases se dissimulait un flux plus profond, un courant de défiance, de souvenirs non partagés, de rivalités à peine maquillées. Poirot, sans un mot, observait. Il penchait la tête par moments, comme s'il écoutait une musique inaudible aux autres. Et moi, je commençais à me demander si cette réunion d'esprits distingués n'était pas le théâtre d'une vieille querelle intellectuelle qu'aucun n'osait encore nommer. Ce fut à l'heure du dessert que la comtesse prit la parole. Sa voix, d'ordinaire mesurée, trahissait cette fois une fébrilité qu'elle s'efforçait de contenir. Elle évoqua son amour pour les Lumières, son engagement pour la mémoire des penseurs oubliés, et son ambition, presque sacrée, de faire de sa bibliothèque un lieu vivant de débat et de transmission. Elle parla longuement de Voltaire, qu'elle appelait l'insolent nécessaire, et cita plusieurs de ses lettres avec une émotion visible. Mais tandis qu'elle récitait une phrase sur le pouvoir de la vérité contre la rumeur, sa voix se brisa un instant. Elle reprit, d'un ton plus faible, puis se tut. Je vis Poirot baisser imperceptiblement les yeux vers sa serviette, comme pour donner à ce silence la dignité qu'il méritait. Personne ne dit mot. Même Delcourt, si prompte à interrompre, resta muet. Je ne savais pas si cette émotion provenait d'un souvenir personnel, d'un lien ancien avec les textes ou d'autre chose, mais à cet instant, la passion de la comtesse semblait doublée d'une peur, et une peur mêlée à l'admiration n'annonce jamais rien de bon. Lorsque la conversation reprit, ce fut Marc Delcourt qui s'en empara. Il lança, d'une voix trop assurée, une remarque sur la complaisance de certains à glorifier les morts plutôt qu'à publier du nouveau. Le ton n'avait rien d'innocent, et son regard, dirigé vers Dumesnil, portait une pointe de défi. L'érudition peut devenir un refuge, dit-il en jouant distraitement avec sa cuillère. On ressasse, on compile, mais où est la création? Dumesnil, visiblement habitué à ce genre de provocation, répondit avec calme. Il parle du respect dû aux textes anciens, de la rigueur nécessaire à leur étude et de l'importance de transmettre sans trahir. Mais quelque chose dans sa voix manquait de fermeté, comme s'il redoutait un affrontement direct. Poirot, de son côté, observait toujours. Il fixait Delcourt comme on fixe un acteur, dont le rôle dépasse le texte. Moi, je sentais monter une tension sourde, un désaccord bien plus ancien que cette simple joute de table. La comtesse voulut tempérer le débat, mais Delcourt poursuivit, parlant d'un manuscrit inédit que Dumesnil prétendait posséder. Il en doutait ouvertement, et cette mention fit tressaillir Madame Leclerc, que jusqu'alors je croyais absente à tout. Je ne savais que penser de Madame Leclerc. Elle était restée en retrait tout au long du dîner, ne prenant la parole que pour des formules brèves, murmurées d'un ton neutre, presque désincarné. Pourtant, je notais chez elle une forme de vigilance aiguë. Ses yeux ne quittaient jamais véritablement les visages qui parlaient, et ses doigts, fins et rigides, restaient posés avec une précision chirurgicale sur le bord de son assiette, comme si chaque geste devait être contrôlé. Une femme discrète, mais dangereusement attentive, me glissa Poirot à mi-voix, tandis que le vin circulait lentement. Il avait raison. Rien ne semblait échapper à cette femme vêtue de noir. Pas une inflexion dans la voix de Delcourt,
pas un frémissement dans les paupières de la comtesse. On aurait dit qu'elle écoutait non pas les mots eux-mêmes, mais leur omission. Et pourtant, lorsqu'elle s'exprima enfin, une simple remarque sur la reliure d'un livre ancien, évoqué par Dumesnil, sa voix, douce et claire, sembla suspendre la conversation entière. Le silence qui suivit fut plus pesant que tous les éclats précédents. Poirot, sans la quitter du regard, hocha lentement la tête. Il avait compris quelque chose. Moi, pas encore. L'abbé Marquin, quant à lui, semblait presque effacé dans ce concert de personnalités. Sa soutane noire, son regard baissé et son ton mesuré lui donnaient l'apparence d'un homme habitué à rester en marge des débats terrestres. Il ne parlait que rarement, mais chaque fois avec une prudence qui révélait plus de lucidité qu'il ne le laissait entendre. Ce manuscrit, disait-il doucement, s'il est réel, pourrait bien bouleverser certaines certitudes que nous tenons pour inébranlables. Il n'en dit pas plus, mais son regard croisa brièvement celui de Dumesnil, puis de Mame Leclerc, dans un enchaînement presque imperceptible. Poirot, penché légèrement en avant, avait noté, lui aussi, cette triangulation du regard. Il me souffla. Cet abbé pèse chaque mot avec la précision d'un horloger, et pourtant, je soupçonne que ce n'est pas la foi, Hastings, qui guide sa réserve, mais le souvenir. Je regardai à nouveau Marquand. Il tenait entre ses doigts une chaîne de chapelet qu'il effleurait lentement. Je compris alors que le passé ne pesait pas seulement sur ses mots, mais aussi sur sa conscience. Ce fut enfin Léonard Dumesnil qui, comme poussé par une nécessité intérieure, prit la parole d'un ton plus assuré qu'à son habitude. Il leva légèrement sa coupe, une manie qu'il avait déjà à l'époque de nos études, et déclara d'une voix grave : « Mes amis, si je vous ai tous conviés ici, ce n'est pas uniquement pour honorer Voltaire ou flatter l'esprit des Lumières. C'est pour partager, en confiance, la découverte d'un texte que je crois être unique. » Un murmure discret parcourut la table. Delcourt, bien sûr, leva les yeux au ciel, mais nul ne l'interrompit. Il s'agirait, poursuivit Dumesnil, d'un manuscrit resté inconnu jusqu'ici, une lettre, ou peut-être un fragment autobiographique dicté par Voltaire dans les derniers mois de sa vie. Le document évoque des noms, des opinions, et même certains jugements qu'il aurait voulu dissimuler à la postérité. Je vis alors la comtesse se raidir, comme si ces mots réveillaient en elle un trouble ancien. Madame Leclerc détourna légèrement la tête. L'abbé Marquand, lui, croisa les mains, comme pour se protéger d'un feu invisible. Mais lorsque Delcourt demanda à voir le manuscrit, Dumesnil secoua lentement la tête. Il n'est pas encore accessible, trop fragile, trop dangereux. Je vous le montrerai quand le moment sera venu. Cette phrase, ambiguë, jeta un froid. Et dans les regards qui s'échangèrent alors, je crus percevoir à la fois la curiosité et la peur. La conversation reprit, mais d'une manière nouvelle. Chaque mot désormais semblait peser, chaque phrase sourlait d'une prudence feutrée. Le nom de Voltaire continuait de revenir, mais moins comme une référence lumineuse que comme un spectre planant au-dessus de la table. Poirot, toujours silencieux, scrutait les visages, les gestes, les silences. Il ne participait pas, ou si peu, mais je savais, à la fixité de son regard, qu'il observait quelque chose qui m'échappait encore. « Il est fascinant, Hastings, » me glissa-t-il, alors que nous regagnions notre chambre, de voir combien les gens intelligents sont habiles à cacher, non pas leur faute, mais leur peur de les voir ressurgir. Je hochai la tête, troublé, car cette soirée, sous couvert d'érudition, n'avait été qu'un long défilé de masques, et dans ce bal feutré, nul ne semblait réellement à l'abri, ni du passé, ni des vérités qui l'enferment.
Le dîner reprit dans une atmosphère que l'on aurait pu croire paisible si l'on ne prêtait attention à ces signes infimes qui trahissent les véritables pensées. Une main qui serre trop fort, un couteau, un rire bref qui cache une pointe d'agacement, un regard évité de justesse. Les mets étaient délicats, les vins choisis avec soin. Mais autour de la table, les sourires s'étiolaient comme des fleurs trop longtemps maintenues dans un vase opaque. Poirot, toujours silencieux, picorait avec lenteur, comme s'il voulait prolonger l'instant où l'inévitable se produirait. Delcourt, à ma gauche, observait Dumesnil d'un œil moqueur, et je crus percevoir dans son attitude une impatience croissante, comme celle d'un joueur prêt à abattre sa carte maîtresse. La comtesse, quant à elle, paraissait absente, son regard perdu dans les arabesques du service en porcelaine, son éventail fermé entre les mains, inutile et nerveux. Seul l'abbé Marquand semblait étrangement serein, comme s'il avait déjà entendu ce genre de silence, et moi, je sentais, sans pouvoir encore l'expliquer, que le dîner touchait à une frontière invisible. Quelque chose allait être dit, quelque chose que personne ne pourrait ensuite retirer. Ce fut Delcourt, bien entendu, qui rompit l'équilibre. Il posa sa serviette avec un geste sec, se pencha légèrement en avant, et, fixant Dumesnil d'un regard aigu, lança. « Vous parlez de manuscrits inédits, maître Dumesnil, mais peut-on encore qualifier d'inédit ce que l'on a soi-même emprunté, dissimulé, voire plagié ?» Le mot, prononcé, avec un sourire trop large, claqua dans la pièce, comme un pistolet dans une église. Un silence presque physique s'abattit, oppressant, lourd de malaise. Dumesnil, pâle, porta lentement sa main à son verre, qu'il reposa aussitôt. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa de Delcourt à la comtesse, puis à madame Leclerc, comme s'il cherchait un appui ou un repère. « Ce que vous avancez est grave, » dit-il enfin, d'une voix mesurée mais tremblante, « et parfaitement faux. » Delcourt haussa les épaules, non sans une satisfaction à peine voilée. La table figée respirait à peine. Poirot, lui, ne bougeait toujours pas, mais son regard s'était affûté. Ce fut la comtesse qui réagit la première. À peine Dumesnil avait-il fini sa phrase, qu'elle se leva brusquement, comme mue par une douleur qu'elle n'avait pas su contenir plus longtemps. « Assez, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « C'est insupportable. » Sa voix, brisée par l'émotion, surprit tout le monde. Elle détourna le regard, comme honteuse de sa propre fragilité, et quitta la pièce d'un pas vacillant, sa robe de soie froissée contre la porte. Personne ne chercha à l'arrêter. Même Delcourt, qui paraissait d'abord étonné, baissa légèrement les yeux, peut-être pris de remords ou de prudence. Un instant plus tard, on entendit une porte se refermer doucement à l'étage, suivie du bruit étouffé d'un loquet, que l'on glisse, puis plus rien. Le silence s'installa à nouveau, plus pesant encore qu'auparavant. Je jetai un coup d'œil à Poirot. Son expression n'avait pas changé, mais je sentis que, pour lui, la partie venait de commencer. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque, ne trouvant pas le sommeil, je quittai ma chambre pour gagner le couloir. Je savais que Poirot, quant à lui, préférait méditer dans le calme avant de dormir, souvent installé dans le petit salon de lecture. Je passai devant la bibliothèque, cette grande pièce solennelle désormais déserte, et m'apprêtais à poursuivre, lorsque je vis un mouvement furtif derrière les vitres. Je me figeai. La lumière était éteinte. Pourtant, quelqu'un s'y trouvait. Je reconnus la silhouette mince et droite de madame Leclerc. Elle se glissait entre les rayonnages avec une lenteur presque cérémonieuse, comme si elle cherchait quelque chose, ou plutôt, comme si elle vérifiait que rien ne manquait.
Elle s'arrêta devant la vitrine du Candide, y resta quelques secondes, immobile, puis se pencha légèrement, sortit de sa poche un petit carnet qu'elle consulta à la lueur d'une lampe torche fine. Je n'osais intervenir. Quelque chose, dans son attitude, m'évoquait moins un larcin qu'un rituel. Puis elle referma prudemment la porte vitrée, jeta un dernier regard circulaire et quitta la pièce en silence, comme elle y était entrée. Lorsque je retrouvai Poirot, je lui rapportai ce que j'avais vu. Il m'écouta sans m'interrompre, puis hocha lentement la tête. Ce même soir, bien plus tard, alors que je m'étais finalement décidé à retourner me coucher, un bruit indistinct me fit sursauter. Un souffle, un murmure peut-être, mais trop bref pour être clairement identifié. Cela semblait venir du fond du couloir, du côté de l'aile fermée à clé durant la journée. Je tendis l'oreille, restai figé un moment dans l'obscurité. Rien. Puis de nouveau, un son plus faible encore, comme une tentative de parole aussitôt réprimée ou interrompue. Je voulus avancer, mais quelque chose me retint. La nuit, dans ce château, semblait peuplée de présences que l'on ne devait pas déranger. Ou était-ce mon imagination, nourrie par les tensions de la journée? Le silence reprit sa place. Un silence trop profond pour être naturel. Et moi, incapable de dormir, je restai longtemps debout, l'oreille tendue, incapable de me libérer de cette impression qu'un événement irréversible venait de s'amorcer. Le matin suivant, ce fut la voix bouleversée du majordome qui vint troubler notre petit déjeuner. Il tremblait, livide, incapable d'articuler autre chose que « c'est Monsieur Dumesnil » dans la bibliothèque. Nous accourûmes, et là, dans le calme glacé de la pièce, gît le corps de Dumesnil, étendu près de la vitrine brisée. Son crâne portait une plaie nette, affreuse, comme si un objet lourd avait été précipité avec violence. À ses côtés, le Candide, que nous avions vu la veille, était ouvert, mais pas à la même page. L'une d'elles portait une annotation rouge vive, presque sanglante. Un mot, ou peut-être une phrase, griffonnés à la hâte. Poirot s'agenouilla lentement, sans toucher à rien. Il ferma les yeux un instant, puis se releva. « Hastings, nous sommes entrés dans une tragédie, et comme toujours, les vérités ne seront pas là où l'on croit les lire. » Le commissariat de Versailles dépêcha sur les lieux un certain inspecteur Girard, homme aux allures sévères et à la diction chirurgicale, qui entra dans la bibliothèque comme on entre dans un laboratoire. Il prit aussitôt les choses en main, ordonna que le corps ne soit pas déplacé, fit éloigner les domestiques et entreprit une série de questions rapides et sans préambule. Poirot, fidèle à lui-même, resta légèrement en retrait, les mains croisées derrière le dos, observant Girard avec une indulgence tranquille, comme on regarde un jeune violoniste s'échauffer sur son instrument. « Vous étiez tous présents au dîner ?» lança l'inspecteur d'un ton brusque. « Oui, » répondis-je, et chacun est ensuite remonté dans ses quartiers, sauf Madame Leclerc, que j'ai vue dans la bibliothèque, tard dans la nuit. Girard haussa un sourcil. Il nota l'information, mais son attention semblait déjà tournée ailleurs, vers Delcourt, dont la mine pâle et le silence tendu trahissaient une nervosité croissante. « Et vous, Monsieur Delcourt, vous êtes-vous levé cette nuit ?» Poirot s'approcha, enfin. D'une voix douce, il dit simplement « Permettez-moi de vous suggérer, mon cher inspecteur, de considérer non seulement qui aurait pu tuer, mais aussi comment, et surtout pourquoi, il l'aurait fait avec tant de soin. » Il ne fallut pas longtemps à l'inspecteur Girard pour fixer son attention sur Marc Delcourt. Les raisons, à vrai dire, semblaient limpides. Son altercation avec Dumesnil la veille au soir, son mépris ouvertement affiché
et surtout le témoignage, le mien, d'une présence furtive près de la bibliothèque. Delcourt, les traits tirés, protestait de son innocence, mais ses gestes manquaient de naturel, et ses réponses de cohérence. Il se disait endormi à l'heure du crime, puis, interrogé plus précisément, admit être descendu dans le jardin pour réfléchir à l'air libre. Et pourquoi M. Delcourt ne pas nous l'avoir dit plus tôt ? Demanda Girard. Parce que je savais que personne ne me croirait, répondit-il avec un soupçon d'arrogance blessée. L'inspecteur parut convaincu. Poirot, lui, m'attira à l'écart, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Il est trop parfait, Hastings, trop évident. Voilà un jeune homme impulsif, certes, mais ce crime n'a rien d'impulsif. Il est soigneusement orchestré, comme une pièce de théâtre savamment répétée. Je fronçai les sourcils. Alors vous croyez qu'il joue un rôle ? Non, Hastings, je crois qu'on lui a attribué un rôle, et qu'il l'endosse à contre-cœur. Poirot, une fois seul avec moi, dans le petit salon adjacent, se laissa tomber dans un fauteuil avec lenteur. Son regard errait à travers les moulures du plafond, comme si le meurtre de Dumesnil y avait laissé une trace invisible. Hastings, ce crime ne me plaît pas. Il est trop élégant, trop parfaitement disposé. Le corps, la page ouverte, la notation rouge. C'est un tableau, un message. Mais un meurtre est toujours un message, non ? Lui dis-je. Justement, mon ami. Et ce message-ci a été composé pour être vu. Ce n'est pas un accès de colère, ce n'est pas un coup de tête. C'est une scène, une mise en scène destinée à orienter nos pensées dans une direction très précise. Je me rappelais alors les mots de Delcourt au dîner. Ce que l'on dissimule est souvent plus révélateur que ce que l'on dit. Il me sembla que cette phrase résonnait étrangement à la lumière du crime. Et si le Candide n'était pas un simple symbole ? Continuai-je. Poirot hocha lentement la tête. Il est au centre, mais pas comme preuve, comme Claes. Et ce qu'il ouvre, Hastings, ce n'est peut-être pas une vérité évidente, mais un passé soigneusement verrouillé. Nous retournâmes ensemble dans la bibliothèque, alors que l'inspecteur procédait à l'interrogatoire des invités, un par un. Poirot s'agenouilla devant le Candide, soigneusement replacé sur son support par les gendarmes, après les premières constatations. Il lut la notation en silence. Le rouge vif tranchait cruellement sur le papier jauni. La phrase, écrite d'une main nerveuse mais assurée, disait « Le mensonge est parfois un devoir. La trahison, jamais. » Poirot relut plusieurs fois ces mots, puis me jeta un regard sombre. « Ce n'est pas une annotation littéraire, Hastings. C'est un jugement. Peut-être même une adresse. Dumesnil savait qu'il risquait quelque chose. Et ces mots, ils sont une épée. » Je m'approchai. « Vous croyez que cette phrase désigne quelqu'un ici ? » ?»« Oui. Et ce quelqu'un se reconnaîtra. Car ce n'est pas une maxime choisie au hasard. C'est une accusation déguisée en morale. Et dans ce genre de crime, c'est souvent la morale qui tue. » Je restai un instant figé devant la page. Il y avait dans cette phrase quelque chose d'insupportablement personnel, comme si elle avait été dictée non pas à la plume, mais au couteau. Poirot ne cessait de tourner autour du livre, comme s'il attendait qu'il lui parle. Il effleura les marges du doigt, soupesa la couverture, examina la reliure, puis, sans un mot, il s'approcha de la vitrine qui l'abritait autrefois et y examina la serrure cassée. « Hastings, dit-il enfin, ce Candide est le centre d'un théâtre, mais pas celui de Voltaire, celui de Dumesnil. Je ne comprenais pas. Vous croyez que Dumesnil a mis en scène sa propre mort ? Non, mais il a pressenti qu'elle viendrait. Il a laissé là un message, une confession, peut-être même un avertissement. Et ce message,
il n'est pas destiné à nous. À qui alors? À celui ou celle qu'il savait capable de le faire taire, et qu'il voulait obliger à lire, non entre les lignes d'un livre, mais entre celles de son propre passé. Ce fut par un hasard étrange, comme il en arrive parfois dans les grandes maisons, que je découvris un indice dont l'importance m'échappa d'abord. En parcourant le bureau de Dumesnil, que la comtesse avait autorisé à consulter, je tombais sur une vieille photographie glissée entre deux ouvrages de philosophie morale. On y voyait 5 hommes en uniforme, visiblement plus jeunes, souriant devant un mur couvert d'affiches en lambeaux. L'un d'eux était Dumesnil. Un autre, plus difficile à identifier, portait des lunettes rondes. L'image, au dos, était signée « Cellule Fée, 43, 1943, secteur sud ». Je rapportai la photo à Poirot, qui la contempla longuement. « Voilà qui confirme mes soupçons », murmura-t-il. « Dumesnil et l'abbé Marquand, ensemble, dans la Résistance. Ce passé-là, Hastings, ne s'efface pas si facilement. » Je fronçai les sourcils. « Vous pensez que le crime a un lien avec la guerre? » « Pas la guerre en général, Hastings, mais une trahison. Une de celles qu'on ne pardonne pas, surtout lorsqu'elle revient vous hanter, dans les marges d'un Candide. » Poirot fit venir discrètement l'abbé Marquand. Il lui montra la photographie, sans un mot. L'homme de foi pâlit légèrement, mais ne détourna pas le regard. « Oui, dit-il, nous étions jeunes, pleins de feu. Il y avait aussi un autre. Il a disparu. On dit qu'il fut dénoncé, mais nul ne sut jamais par qui. » Poirot hocha lentement la tête. « Et Dumesnil, il le savait, lui. » L'abbé hésita. Il avait des soupçons. Il n'en parlait jamais à voix haute, mais je crois qu'il n'a jamais cessé de chercher. Un long silence suivit. Poirot se leva enfin, pensif. « Le passé, mon cher abbé, est comme un manuscrit qu'on aurait tenté de brûler. On croit que tout est réduit en cendres, mais parfois, il reste une ligne, une seule, et cette ligne suffit à ranimer tout l'incendie. » La comtesse accepta de recevoir Poirot dans un petit salon privé attenant à sa chambre, dont les rideaux tirés filtraient la lumière du jour comme s'il s'agissait d'un intrus. J'étais resté à l'écart, sur demande expresse de mon ami, et ce ne fut qu'après une vingtaine de minutes qu'il reparut, le visage plus grave que d'ordinaire. Je l'interrogeai du regard, mais il me fit signe d'attendre. Ce n'est qu'une fois dans le couloir, loin des oreilles indiscrètes, qu'il se confia enfin. « Elle a parlé, Hastings, pas tout, mais assez. Ce n'est pas un simple manuscrit littéraire que Dumesnil lui avait confié. C'était une confession, un aveu écrit de la main d'un homme qui n'a jamais pu se défendre. » Il se tut un instant, puis reprit, plus bas encore. « Et la comtesse était sa gardienne, non par volonté, mais par fidélité. Ce texte, elle l'a dissimulé pendant des années, par peur de réveiller moi ce que tant d'autres ont voulu enfouir. Je restais sans voix, un manuscrit, un secret, et peut-être un mobile. Ce que Poirot me rapporta ensuite me fit frissonner. Le manuscrit en question n'était ni un traité, ni un pamphlet. Il s'agissait d'un texte dicté dans des circonstances extrêmes, entre 2 transferts de prison, par un résistant français, arrêté à la fin de l'année 1943, et mort peu après, dans un camp en Silésie. Il avait été trahi, poursuivit Poirot, et avant de mourir, il aurait confié ses souvenirs à un compagnon de cellule. Ce compagnon, plus tard, remit ce témoignage à Dumesnil, qui, après des années de doute, décida d'en faire usage. « Usage comment ?» demandai-je. En le confiant à la comtesse. Il ne voulait pas le publier, il voulait comprendre, confirmer ses soupçons, et peut-être aussi confronter ceux qui, aujourd'hui encore, vivent dans l'ombre de ce mensonge.
Je marchai lentement jusqu'à la fenêtre. Et ce résistant, vous savez qui il était? Poirot acquiesça. Pas encore, mais ce que je sais, c'est que sa voix, Hastings, a traversé le feu, et quelqu'un ici voudrait éteindre jusqu'à sa mémoire. Poirot me confia que la comtesse, dans un moment de faiblesse, avait fini par prononcer un nom, celui d'un homme connu, estimé, décoré après-guerre, dont la réputation demeurait intacte dans les cercles académiques et politiques. « Le manuscrit accuse cet homme ?» demandai-je, stupéfait. « Plus qu'un nom, Hastings. Il le désigne comme étant celui qui, en 1943, aurait livré une liste complète à la Gestapo. Plusieurs membres de la cellule ont été arrêtés dans les jours qui ont suivi. Tous sont morts, sauf 2, Dumesnil et cet homme. Et le monde le vénère encore aujourd'hui. » Poirot hocha lentement la tête. C'est là que réside la tragédie. Car dénoncer un traître devenu monument national, c'est soulever non seulement la poussière du passé, mais toute la société qui s'est construite autour du silence. Je compris alors ce que le manuscrit représentait. Pas seulement une vérité, mais une bombe, une menace vivante contre le confort des réputations, et contre ceux qui, par intérêt ou par honte, avaient préféré l'oubli. Et peut-être que Dumesnil était mort parce qu'il avait décidé, enfin, de ne plus se taire. Cette nuit-là, Poirot dormit peu. Je l'entendis marcher dans sa chambre, aller et venir, puis s'asseoir, puis se relever encore. Le matin venu, il était déjà habillé, moustache impeccable, l'œil plus perçant que jamais. Il est là, Hastings, ce manuscrit. Il n'a pas été détruit, ou du moins, pas entièrement. Quelqu'un a voulu le supprimer, mais je crois qu'il en reste une trace, une preuve. Une preuve de quoi? De sa réapparition. Car ce texte, après avoir dormi des années dans une boîte ou un tiroir, a ressurgi. Peut-être dans un moment d'imprudence de Dumesnil, peut-être parce qu'il se sentait enfin prêt à agir. Et cela, quelqu'un ici ne pouvait le supporter. Je l'observais, intrigué. Vous croyez qu'il avait été lu récemment? Je suis certain qu'il a été lu, Hastings, et pas par la comtesse, par celui ou celle qui l'accuse. Il se pencha alors vers moi et me dit à voix basse, « Et ce lecteur a vu sa propre vérité mise à nu. Ce n'est pas le manuscrit qui a tué Dumesnil, Hastings. C'est le reflet qu'il renvoyait. C'est en examinant de nouveau la bibliothèque, alors que les lieux avaient été partiellement libérés par la police, que je remarquai un détail troublant. La cheminée, que je n'avais pas vraiment observée jusque-là, portait des traces récentes de suie. Des cendres grises, encore froides mais très nettes, s'étaient accumulées sur la grille. Par curiosité, je pris un petit tisonnier et remuai doucement les résidus. Sous les cendres, un fragment de papier carbonisé résista à l'effritement. Je l'extirpai avec précaution. Un mot subsistait, à demi lisible. Tra. Je courus trouver Poirot, le cœur battant. Il prit le fragment entre ses doigts, ganté, le contempla longuement, puis murmura. Voilà, Hastings. Ce n'est pas une preuve complète, mais c'est une confirmation. Ce manuscrit a bel et bien refait surface, et quelqu'un a tenté de le détruire dans l'urgence. Il est peut-être trop tard pour faire taire la mémoire, mais pas trop tard pour faire disparaître l'encre. Il glissa le fragment dans une enveloppe. Celui ou celle qui a fait cela n'a pas agi de sang-froid. Il y a eu panique. Et la panique, mon ami, est toujours un mauvais déguisement. En remontant à l'étage, je fus soudain saisi d'un doute. Quelque chose me revint en mémoire. La reliure du Candide exposé. Lors de notre première visite, je me souvenais avoir remarqué sa couleur, d'un brun uniforme, sans craquelure apparente. Or cette édition, si elle datait bien du XVIIIe siècle comme la comtesse l'affirmait,
aurait dû montrer davantage de vieillissement. Je m'approchai de la vitrine, désormais refermée, et examinai le volume plus attentivement. La tranche, impeccablement dorée, portait encore des reflets frais, presque artificiels. Une légère odeur de colle moderne flottait dans l'air. Je me penchai, puis tentai doucement de soulever l'ouvrage, ce que l'on m'autorisa sous surveillance. Et là, en touchant la couverture intérieure, je sentis comme un renfort rigide sous le cuir qui ne correspondait pas à la structure classique d'un tel livre. Je redescendis précipitamment. Poirot, le Candide, je crois qu'il a été refait, rembourré, peut-être. Il me fixa avec intensité. Alors il est possible, Hastings, que le manuscrit n'ait jamais quitté cette pièce. Il se leva. Nous avons regardé les pages, mais il faut, maintenant, écouter ce que dit la reliure. Poirot passa la matinée, entière enfermé dans la bibliothèque, penché sur l'exemplaire du Candide, armé d'une loupe, d'un carnet, et de cette patience qu'il revendiquait toujours comme sa meilleure alliée. J'étais resté avec lui, sans oser l'interrompre, tant son attention paraissait absorbée par quelque chose de plus profond que de simples annotations littéraires. Ces marques rouges, Hastings, ne sont pas le fruit du hasard. Voyez cette initiale, répétée 3 fois. Ici, ce mot souligné, vérité. Et là, un trait presque invisible qui relie 2 phrases distantes de 10 pages. Il m'invita à regarder de plus près. C'est une correspondance, poursuivit-il. Une construction secrète laissée dans les marges. Un code, peut-être ancien, peut-être improvisé, mais qui parle à celui qui sait écouter. Vous pensez qu'il s'agit d'un message personnel? J'en suis certain. Dumesnil ne voulait pas seulement dénoncer, il voulait guider. Ces lettres rouges, ce sont des cailloux sur un chemin. Et j'ai l'impression que ce chemin mène à une vérité que quelqu'un a voulu enfermer dans la reliure. Je ne compris pas encore tout, mais je vis que, pour Poirot, l'enquête venait de franchir un seuil invisible. Nous nous assîmes à la grande table, le Candide ouvert devant nous, et Poirot aligna les pages marquées par l'encre rouge. Il inscrivit les numéros dans son carnet, puis dressa une liste de mots, de phrases, parfois de simples ponctuations isolées. Voyez-vous, Hastings, ce n'est pas la phrase qui compte, mais son emplacement. Chaque annotation nous renvoie à un point précis de la bibliothèque. La page 43 évoque une étagère basse, la 87 un volume relié en verre, la 121 fait mention d'un exemplaire masqué par l'ombre. Il fit une pause. C'est une carte, mon ami, une carte dissimulée dans les mots d'un autre, et chaque mot rouge est un jalon. Je le regardai, fasciné. Mais pour quelle cachette? Le manuscrit? Peut-être, ou peut-être, une copie, une preuve, quelque chose qu'on ne peut brûler sans laisser de traces. Il se leva soudain. Il est temps de suivre ce fil. Venez, Hastings. La vérité, parfois, se tient entre 2 rayonnages, et il faut savoir courber l'échine pour la saluer. Et c'est ainsi, courbés tous deux devant une étagère de philosophes, que nous découvrîmes ce que nul n'avait encore osé chercher. Ce fut derrière un exemplaire volumineux de la Nouvelle Héloïse, relié en cuir noir, presque oublié dans un recoin poussiéreux, que Poirot trouva ce qu'il cherchait. En glissant la main au fond de la planche, il buta sur un relief dissonant. « Aidez-moi, Hastings. Soulevez ce volume doucement. » Nous retirâmes plusieurs ouvrages, révélant une paroi de bois faussement uniforme. Poirot y appuya un doigt précis, et une petite trappe céda, avec un cliquetis discret. Derrière elle, dans un renfoncement étroit, reposait une enveloppe grise, protégée par un tissu de soie. Il la prit avec respect, presque solennité,
puis la posa sur la table. Voilà, Hastings, le manuscrit. Intact, semble-t-il, et probablement le seul encore lisible. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il s'assit d'abord, les mains croisées, les yeux fixés sur la couverture. Ce que nous tenons là n'est pas une preuve juridique, c'est un testament moral. Et celui, ou celle, qui a voulu l'effacer, l'a sans doute lu en entier, et s'est vu condamné à travers chaque ligne. Il se tut un instant. À présent, nous allons convoquer tout le monde. L'heure est venue d'écouter la voix que l'on a tenté de faire taire. La comtesse accepta, sans poser de questions, que Poirot organise une réunion dans la grande bibliothèque. Les rideaux furent tirés, les lampes allumées, et les invités convoqués l'un après l'autre. Chacun entra avec cette retenue, propre aux grandes maisons, où l'on comprend, sans qu'on le dise, que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Marc Delcourt fut le premier à prendre place, l'air inquiet mais combatif. Madame Leclerc arriva ensuite, droite comme un pieu, le visage fermé. L'abbé Marquand, plus pâle que jamais, s'installa à l'écart, les mains posées sur les genoux. Poirot se tenait debout près de la vitrine, le Candide ouvert devant lui. Il ne parla pas immédiatement. Il regardait chacun à tour de rôle, comme s'il cherchait à mesurer le poids exact du silence dans leur regard. Puis enfin, il prit la parole. « Mes amis, nous allons parler de livres, de mémoire et de vérité, mais aussi de peur, car ce crime, contrairement aux apparences, n'a pas été commis par ambition, mais par panique. Et c'est souvent dans la panique que l'on trahit le plus sûrement. Je retins mon souffle. L'air lui-même semblait suspendu aux lèvres de Poirot. Poirot se pencha alors sur le Candide, en écarta doucement la couverture et montra du doigt la couture intérieure. « Ce livre, dit-il, n'est pas celui qu'il prétend être. Il a été soigneusement démonté, recollé, renforcé avec des matériaux modernes. La reliure n'est pas d'origine, elle a été modifiée. » Un murmure s'éleva. Poirot poursuivit. « Ce travail a été fait récemment, très récemment, et non pas pour le restaurer, mais pour le transformer en leur, car dans la version d'origine se trouvait, je crois, une partie du manuscrit, ou un extrait, quelque chose que Dumesnil avait voulu cacher à la vue de tous, dans un lieu que chacun respectait. Il s'interrompit, puis déclara avec gravité. Le véritable mobile du meurtre n'est pas un différend littéraire, ni une jalousie intellectuelle. Il s'agit d'un passé que l'on croyait enterré, et qu'un homme, Dumesnil, s'apprêtait à faire ressurgir. Ce crime est un acte de défense, une tentative désespérée de sauver une réputation, ou d'en protéger une autre. » Il se tourna alors lentement vers Madame Leclerc, car ce n'est pas la voix du mort qu'on a voulu faire taire, c'est celle de la honte héréditaire. Madame Leclerc ne bougea pas tout de suite. Son visage restait figé, presque serein. Seule sa main droite, crispée sur l'accoudoir, trahissait une tension profonde. Poirot s'approcha d'un pas, mais sans dureté. Sa voix, plus basse, se fit presque douce. « Vous n'êtes pas coupable de l'acte de votre père, madame. Mais vous avez tout fait pour qu'il ne ressurgisse jamais. Vous avez détruit les fragments que vous avez pu, et quand Dumesnil vous a parlé de publier le manuscrit, vous avez compris que c'était irréversible. » Elle ne répondit pas. Poirot reprit. « Vous êtes la fille de Jean Leclerc, un nom effacé des archives, mais connu de certains cercles. Il a survécu, après la guerre, en changeant de trajectoire, en devenant une figure respectée. Et vous avez bâti votre vie sur son silence. » Un long souffle, presque un gémissement, sortit des lèvres de Madame Leclerc. « Il n'a pas eu le choix, dit-elle enfin. Il était jeune, terrorisé. Ils auraient tué ma mère. Il a fait ce qu'il croyait devoir faire. »
Poirot baissa lentement la tête. Peut-être, mais ce choix a coûté la vie à d'autres, et maintenant, c'est le mensonge que vous avez voulu sauver, qui vous condamne. Ce soir-là, la bibliothèque n'était plus un simple lieu de lecture. Elle était devenue une scène, presque un tribunal, dont le silence tenait lieu de marteau. Tous les invités étaient là, pas un ne manquait. La comtesse, digne, hélas, Delcourt, blême, l'abbé Marquand, impénétrable, et madame Leclerc, figée, comme déjà consciente de ce qui allait suivre. Poirot, debout près du bureau, avait posé devant lui plusieurs objets. Le Candide truqué, le fragment de manuscrit retrouvé dans la cheminée, et son carnet d'observation. Il ne parlait pas encore, mais le simple fait qu'il se tienne là, les mains croisées sur le ventre, suffisait à imposer une gravité immédiate. Moi-même, je me sentais étrangement mal à l'aise. Ce lieu que nous avions foulé dans la curiosité intellectuelle était désormais marqué par une tension plus profonde, presque spirituelle. Chacun semblait attendre l'heure de sa propre mise à nu. Poirot leva enfin les yeux, et dans un souffle à peine plus fort que le bruissement des feuilles, il déclara « Mes chers amis, tout ce qui devait être vu l'a été. Il est temps, maintenant, que les choses soient dites, non pour accuser, mais pour comprendre, et si nécessaire, réparer. » Poirot ouvrit son carnet et commença d'un ton posé, presque professoral, comme s'il instruisait une classe d'élèves brillants mais dissipés. Le crime dont nous parlons est né bien avant la nuit dernière. Il a pris racine dans la peur, peur de la vérité, peur de la mémoire, peur du jugement. Il désigna le Candide. Ce livre a été vidé de son contenu réel pour être transformé en cache. Son apparence est ancienne, mais la reliure est récente, recollée, pour dissimuler un fragment du manuscrit de Dumesnil, celui-là même qu'on a tenté de faire disparaître dans l'âtre. Il brandit ensuite la feuille, partiellement brûlée. Ce fragment prouve qu'une tentative précipitée de destruction a eu lieu. Or, madame Leclerc a été vue par Hastings, rôdant dans la bibliothèque après le dîner. Il tourna une page. Quant aux annotations rouges, elles formaient un code. Dumesnil savait qu'on tenterait de le faire taire. Il a laissé un dernier fil, destiné non pas à l'inspecteur, mais à celui qu'il soupçonnait de porter un nom trop lourd pour ne pas trembler. Poirot referma le carnet. Et c'est ce nom, justement, que nous allons évoquer à présent. Poirot se tourna vers madame Leclerc. Elle ne bougeait pas, mais ses yeux, eux, avaient déjà renoncé à fuir. Elle savait, je le vis alors, qu'elle était au bout du couloir. « Vous vous appelez Claire Leclerc », dit Poirot lentement, « mais ce nom, vous ne l'avez jamais porté comme un simple patronyme. Il vous a accompagné comme une malédiction silencieuse. » Il fit une pause, puis poursuivit. « Car votre père, Jean Leclerc, fut celui que Dumesnil soupçonnait depuis des années. Il appartenait à la même cellule de résistance, mais un jour de décembre 1943, il disparut 2 jours, puis revint, indemne. Le lendemain, 3 de ses camarades étaient arrêtés. Seul lui et Dumesnil survécurent. » Un souffle traversa la pièce. L'abbé Marquand ferma les yeux. La comtesse porta une main à sa bouche. Jean Leclerc devint professeur, conférencier, membre de l'Académie. Il écrivit sur la mémoire, sur la justice, et ne prononça jamais un mot sur 1943. Mais Dumesnil, lui, n'oublia pas. Poirot regarda Claire Leclerc. « Vous n'êtes pas votre père, mais vous avez cru, toute votre vie, que son secret vous condamnait aussi. Et cette nuit-là, ce poids est devenu un geste. » Madame Leclerc ne tenta ni de nier, ni de se défendre. Elle resta immobile, droite, comme un personnage d'antique tragédie
que le destin rattrape sans violence, mais sans appel. Sa voix, lorsqu'elle se décida enfin à parler, était d'une clarté froide. Je ne voulais pas le tuer, je voulais reprendre le manuscrit. Il m'avait parlé de sa décision de le publier. Je suis descendu. Il m'a surprise près de la cheminée. Il a compris. Il a essayé de m'en empêcher. Elle s'interrompit, le regard fixe. Il est tombé. Je ne sais même pas. Je ne voulais pas. Poirot hocha lentement la tête. Mais vous saviez que la vérité, même écrite, ne pouvait plus être effacée. Alors vous avez tenté de la brûler. Et lorsque vous avez compris que Dumesnil avait laissé une trace ailleurs, vous avez recollé le Candide, avec soin. Trop de soin, peut-être. Elle baissa enfin les yeux. Et dans ce simple geste, je crus voir, non pas la honte d'un crime, mais la fatigue de toute une vie, apporter ce qui ne lui appartenait pas. Je ne l'ai jamais excusé, dit-elle enfin, mais je l'ai aimé. Et j'ai voulu qu'on oublie. L'inspecteur Girard, présent au fond de la pièce, s'avança. Il avait suivi toute la scène sans un mot, les bras croisés, le regard grave. Poirot s'adressa à lui avec une lenteur mesurée. « Voici votre coupable, mon cher inspecteur. Une femme qui a voulu protéger une mémoire, non par ambition, mais par fidélité, une fidélité aveugle, hélas, qui a conduit à une tragédie inutile. » Girard acquiesça en silence. Il ne s'agissait pas, ici, d'un coupable ordinaire. Le dossier serait compliqué, sensible, mais les faits étaient là. Madame Leclerc se leva d'elle-même. Elle ne chercha pas à fuir, ni à implorer. Elle serra simplement contre elle un petit mouchoir brodé, peut-être un vestige d'enfance, puis se laissa accompagner. Poirot, resté seul face à la vitrine du Candide, reprit la parole, mais pour nous seuls, cette fois. Il est des crimes que la justice peut juger, d'autres que seul le silence peut absoudre. Je restai là, à contempler le fauteuil vide de Dumesnil, et le livre rouvert à sa page rouge. Tout avait été dit. Et pourtant, quelque chose dans l'air, une dignité triste, continuait de parler, doucement, pour ceux qui n'avaient jamais pu se défendre. Je restai seul un instant dans la bibliothèque, lorsque tout fut dit, que les fauteuils furent vidés de leurs occupants, et que les voix se turent. Il y avait dans ce silence une densité que je ne parvenais pas à dissiper. La poussière des siècles semblait s'être déposée sur ces rayonnages, non par le temps, mais par les secrets. Je songeais à Madame Leclerc, à sa douleur sèche, contenue, à cette volonté étrange de protéger, même en trahissant. Il est si facile, pensais-je, de juger les vivants avec les certitudes des morts. Mais dans le tumulte des guerres et des silences qui suivent, combien d'âmes ont enfoui ce qu'elles n'osaient affronter, et Dumesnil, que je n'avais jamais vraiment compris. Était-il un homme de justice ou un justicier? L'un ou l'autre, peut-être les deux. Mais il avait voulu que la vérité éclate, fût-ce au prix de sa vie. Je pris place face au Candide, qui trônait encore là, témoin muet de tant de douleurs. Ce n'était plus un livre, à mes yeux, mais une métaphore, un écrin de mots qui contenait moins des idées que des cendres humaines. Puis j'entendis des pas discrets. La comtesse venait d'entrer. Elle s'approcha doucement du bureau, où Poirot avait laissé ses papiers. Son visage, autrefois si lisse dans son impassibilité mondaine, portait à présent la fatigue des jours sans paix. Mais dans ses yeux, une lueur claire, presque apaisée, brillait avec une fermeté nouvelle. « Monsieur Hastings, dit-elle, je vais publier le manuscrit. » Je sursautai légèrement, tant l'annonce était directe. Mais, malgré ce que cela impliquera, pour l'institution, pour le nom du professeur Leclerc, elle acquiesça lentement. Justement, c'est parce que cela impliquera quelque chose, parce que cela dérangera,
parce qu'il est temps que certaines vérités ne soient plus laissées au tréfonds des tiroirs, à l'abri des générations qui ne posent plus de questions. Elle s'interrompit, fixant un point invisible. Dumesnil n'était pas un homme facile, mais il croyait à la lumière. Et moi, je lui dois cela. Je m'inclinai légèrement, non par convenance, mais par respect. Poirot entra à son tour, silencieux. Il avait entendu. Il ne dit rien. Mais je perçus dans la courbe infime de son sourire cette approbation douce et rare qu'il réservait aux décisions qu'il jugeait justes. Avec une délicatesse qui semblait presque rituelle, Poirot s'approcha de la vitrine. Il tenait le Candide entre ses mains, non comme une pièce à conviction, mais comme un objet ancien que l'on rend à son autel. Ce livre, dit-il doucement, n'était qu'un mensonge camouflé en vérité. Et pourtant, il a fini par dire plus que bien des confessions. Il ouvrit lentement le volume, comme s'il voulait s'assurer que tout était là, les annotations rouges, le dos recollé, la trace invisible de la peur et de la honte. Puis, avec un soin extrême, il le referma. Un clic discret marqua la fin du mouvement. « Voilà mon ami », dit-il en me regardant. Il ne trompera plus personne désormais. Je le vis replacer le livre dans sa vitrine. Le verre refermé sur lui semblait, curieusement, moins le protéger que le condamner à témoigner à jamais. Il y avait dans ce geste quelque chose de plus profond qu'un simple rangement. C'était une manière de dire « ceci est terminé », mais aussi que cela serve. Et pourtant, nul triomphe dans l'attitude de Poirot. Juste une sérénité grave, comme un archiviste qui classe un dossier dont il ne veut plus entendre parler, mais qu'il n'oubliera jamais. Nous restâmes encore un moment, tous trois, dans le calme épais de la bibliothèque. Puis, sans prévenir, Poirot se tourna vers moi, et d'un ton plus bas qu'un murmure, il me dit « Vous savez, Hastings, la vérité, ce n'est pas une arme, ce n'est même pas un remède, c'est une reliure. » Je haussai légèrement les sourcils, intrigué. « Une reliure ?» répétai-je. Il sourit faiblement. « Oui, elle peut être ancienne ou récente, fine ou grossière, mais tôt ou tard, elle craque si elle n'est pas authentique. Et ce craquement, mon ami, il résonne dans l'âme, plus fort que n'importe quelle accusation. » Je baissai les yeux vers la vitrine. « Et lorsqu'elle est trop bien faite, demandai-je, comme ce faux Candide. » Poirot hocha la tête. « Alors elle devient suspecte, parce que l'âme, elle, ne se laisse jamais berner aussi longtemps que les objets. » Un silence suivit, un silence doux, mais chargé. Il n'y avait plus rien à dire, ou plutôt, tout avait été dit, à mots couverts, à regards entendus. Alors nous quittâmes la pièce, sans nous retourner, car certaines vérités, une fois dites, exigent simplement qu'on les laisse reposer. Le jardin nous accueillit avec cette paix particulière des fins d'après-midi d'automne, quand la lumière descend sans bruit sur les feuillages. Nous marchions lentement, Poirot et moi, le long des allées bordées de gravier, là où le pas n'ose pas rompre le silence. Il ne faisait ni froid, ni chaud. Juste cette température parfaite pour le recueillement, celle qui pousse à l'introspection sans verser dans la mélancolie. Poirot marchait à mon rythme, les mains derrière le dos, les yeux vaguement perdus dans les ramures d'un vieux chêne. « Hastings, dit-il enfin, savez-vous ce que je préfère dans ces lieux ?» Je me contentais de lever un sourcil interrogatif. C'est ce silence, celui qui n'est pas vide, mais plein de ce que les hommes ne disent pas. Un silence qui parle, si l'on sait l'écouter. Je n'ajoutai rien, je compris. Nous nous arrêtâmes près d'un banc de pierre. Là, le vent fit tomber une feuille rousse à nos pieds. Poirot l'observa longuement, puis déclara « Le mensonge
voyez-vous, finit toujours par s'effriter, comme une feuille sèche. Mais la vérité, elle pousse de nouveau chaque automne, et nous restâmes là, sans dire un mot, juste deux amis, sous les arbres, dans un monde redevenu calme. Certaines vérités, pour éclore, ont besoin du silence et du poids des années. Et vous, auriez-vous su lire entre les lignes, là où la douleur se dissimule sous l'encre? Si cette enquête vous a touché, pensez à liker, à vous abonner, et à partager ce récit avec celles et ceux qui aiment les mystères, qui murmurent plus qu'ils ne crient. Il y a des secrets que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre.